Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Bonjour Fred. Salut Fab. Aujourd'hui on va parler du matos son. Donc par rapport à ton expérience à toi, comment tu t'es construit au fil des années ton parc matériel, donc que ce soit des micros, que ce soit des préamplis, des compresseurs, etc., hardware, plugins, enfin voilà, que ce soit du matériel informatique ou hardware. Ouais, c'est intéressant parce qu'en plus, moi j'ai connu la période sans informatique. Ouais. Donc moi mon studio, tout mon équipement, j'ai commencé à l'acheter, ça fait plus de 25 ans. Donc ça a évolué en 25 ans, j'ai revendu, j'ai racheté, j'ai complété, tout ça. Il y a des machines que j'ai depuis cette époque-là encore, d'autres que j'ai bien sûr revendues pour acheter d'autres choses. Donc moi j'ai commencé où il n'y avait pas d'ordinateur, donc à l'époque on enregistre. Moi j'ai connu les multipistes numériques, c'était vraiment à cette époque-là tout ce qui est ADAT, etc. Sony, les Sony PCM 800, ce genre de machines-là. Voilà. Après, l'informatique, effectivement, a changé pas mal de choses. Moi, j'ai toujours acheté du matériel, parce que j'ai jamais pu acheter tout d'un coup, donc c'était toujours petit à petit en fonction des finances, bien sûr. Et j'ai toujours acheté quelque chose qui allait me résoudre un problème que j'entendais. C'est-à-dire, ma démarche, elle a toujours été j'ai un problème dans le son où j'ai une envie que j'ai entendu sur un autre disque ou il faut que je trouve comment quel est le matériel adapté pour effectivement pour solutionner cette problématique là. Donc tous mes choix ils ont toujours été faits de cette manière là, et je parle de vraiment tout, c'est-à-dire les écoutes, mes écoutes. Tu t'es pas dit tiens, ces enceintes on m'a dit qu'elles étaient bien, je vais les acheter quoi. Non, ça a été effectivement j'ai été très fidèle moi pendant longtemps à mon même système d'écoute qui était du PSI Audio, marque suisse qui existe toujours, qui est fantastique. Moi, j'avais un modèle un peu vieux, quoi, mais je l'ai gardé pendant peut-être 12 ou 15 ans, ce système-là, qui était super bien. Mais après, voilà, c'est quand j'en ai commencé à en avoir marre ou quand j'avais des problèmes récurrents dans mon écoute. Ça veut dire que ce système-là, moi, je m'y retrouvais, les musiciens en cabine s'y retrouvaient pas bien. Par exemple, si on prend l'exemple du système d'écoute, ça veut dire que j'avais souvent des retours de musiciens qui, au studio, n'étaient pas convaincus, et quand ils rentraient chez eux sur leur chaîne ou sur leur truc, me disaient « Ah non, mais en fait, c'est très bien ». Donc, au fil des années, je me disais « Ouais, c'est quand même, bon, il y a quand même un truc bizarre, quoi ». Donc, c'était, je pense, trop analytique, trop plat, trop pas assez flatteur, quoi. C'est-à-dire, on dit souvent que les écoutes de studio, il faut que ça soit pas flatteur, mais enfin, jusqu'à un certain point quand même, quoi. Ouais. Il faut quand même qu'il y ait du plaisir, et c'est vrai qu'à un moment donné, à l'époque quand Focal a sorti les Solo 6, effectivement, moi c'est un modèle que j'ai vu un peu de partout assez vite, même dans des gros studios de mastering qui commençaient à revendre leur énorme système haute fidélité et qui achetaient un système Focal, etc. Je me suis dit, si ce petit système français commence à s'exporter de partout et qu'on en voit de plus en plus, c'est que peut-être c'est bien. J'ai écouté, effectivement, moi ça répondait bien à cette problématique de j'allais avoir un système aussi analytique que les PSI, mais plus agréable en fait. Ouais. Plus facile d'accès pour le musicien, c'est-à-dire il y a ce côté moi que j'aime bien dans le Focal, c'est sans faire de publicité, parce qu'aujourd'hui il y a des tas d'autres marques qui font des systèmes comme ça, mais enfin d'arriver à quelque chose d'analytique, mais quelque chose qui donne du plaisir aussi, quoi. Je trouve que l'enceinte elle doit avoir ce rôle-là, quoi. Elle doit être assez neutre effectivement, mais aujourd'hui tous les systèmes d'écoute sont assez flat dans leur rendu de fréquentiel, mais après c'est juste la question, est-ce que j'ai du plaisir à écouter de la musique sur mon système de monitoring, en fait. C'est la base, c'est ça, parce que si on n'a pas de plaisir ou si on n'entend que les défauts, c'est un petit peu, c'est pas très motivant, quoi. Donc, et concernant les micros, ça s'est fait petit à petit? Les micros, aussi, c'est pareil. Parce que les familles de micros que tu as découvert avec le temps, que tu n'utilisais pas trop. Ouais, c'est sûr que je pense que l'avènement des micros à ruban, enfin le nouvel avènement, parce que les micros à ruban c'est un concept qui est très vieux finalement dans l'audio, hein. Sauf que ça a été boudé pendant pas mal d'années, enfin on voyait pas trop ça, et que c'est énormément revenu depuis peut-être, je sais pas, 5-7 ans, un truc comme ça. Et ça, ouais, ça a été une révélation, les micros à ruban, ouais. C'est quand même ça a vraiment ajouté une palette de couleurs entre le micro dynamique, le micro statique.
il manquait quelque chose, quoi. Et je trouve que le ruban a amené vraiment une autre couleur que ni l'un, ni le premier, ni le deuxième avaient, et qui complète merveilleusement bien, quoi. Et là, comment t'as fait tes choix? T'as fait des tests, on te les a prêtés? Oui, j'ai lu des tas de trucs dessus déjà. J'ai regardé un peu les gens que j'aime bien, qu'est-ce qu'ils utilisaient. Donc je pense à Steve Albini, qui est un ingé son bien connu de Chicago, qui a fait des tas de choses passionnantes, et puis qui lui est un aficionado du Beyer M160, qui est un des micros à ruban qui est pas trop cher, qui est accessible financièrement. Et puis lui, moi j'avais lu des tas de choses, notamment dans la bio de Kurt Cobain. Je crois que Kurt Cobain expliquait qu'il voulait... Je crois que c'est Kurt Cobain qui lui a fait découvrir ce micro. Il me semble qu'il y a une histoire comme ça. Ah oui, ce point-là. Il me semble que c'est ça, parce que je sais qu'il y a, dans la bio de Kurt Cobain, il y a un petit schéma qu'il envoie à Steve Albini avec comment il veut que Steve Albini enregistre sa guitare. Et devant son ampli, il y a un M160 justement. Donc c'était intéressant. Je sais que voilà, depuis Albini utilise énormément ce micro. Donc ça a été un de mes premiers rubans, je crois, que j'ai acheté. Ouais. Et tu l'utilises encore régulièrement? Énormément. C'est un micro fantastique, je trouve. Pourquoi, par exemple, tu l'utilises? Ampli guitare, overhead batterie, room. Moi j'en ai deux que je fais des couples avec, bien que ce soit des contrairement à la plupart des rubans, c'est des hypercardioïdes, ce qui est assez c'est des 8 normalement, les rubans. Ouais, là non, parce que je crois qu'il y a 2 rubans, il y a un truc comme ça au niveau de la capsule. C'est un montage assez particulier. Donc ça permet de faire des prises bien ciblées, quoi. Ouais, complètement. Et ouais, c'est un super micro. Les rubans, on dit souvent que c'est naturel, en fait. Moi, je trouve que c'est assez vrai, quoi. C'est-à-dire que c'est pas des micros qui mettent en valeur certaines choses dans l'aigu, ou c'est pas des micros très brillants, souvent, hein. C'est des micros qui sont assez ternes, mais qui rapportent, en fait, vraiment... quand on met un ruban dans une pièce, on met un musicien un peu plus loin, je trouve que c'est quand même un des transducteurs qui donne le rendu le plus naturel. C'est-à-dire quand on écoute dans la pièce le son, effectivement, avec un ruban, on arrive à avoir quelque chose d'assez fidèle, quoi. Les M160, c'est super bien sur les cordes aussi, sur les violons. C'est très très bien. C'est des micros qui s'équalisent très facilement. C'est-à-dire, on peut vraiment rajouter de l'aigu si on en veut, mais cet aigu, il paraîtra jamais trop piqué ou trop agressif. Ça sera toujours un peu doux. Donc ça, c'est bien. Mais pour choisir tout ce matériel, donc tu as pas mal de lectures. Pas mal de lectures. Alors il y a des équipements que j'ai achetés juste par lecture, parce que j'avais pas l'occasion de les tester en réel. Donc je me suis fié un peu à ce que j'avais lu, à les écoutes aussi. T'as des magazines particuliers que tu lis souvent? Moi, c'est aujourd'hui Sound & Sound, qui est pour moi un peu... Aujourd'hui, il y a un article à peu près par sortie de... Le Sound & Sound, ouais, il y a un article au moins d'intéressant chaque fois, quoi. C'est-à-dire, sur les détails sur le mixage, etc. C'est super intéressant de voir comment les gens fonctionnent, quoi. Ouais. Donc là, effectivement, il y a des tas de références qui sont citées. Donc c'est toujours pareil. Et puis il y a des choses très précises qui sont expliquées, et notamment sur des choix de prise de son. Ça permet d'aller écouter un disque qui a été produit par tel gars, et tu sais que ce gars-là utilisait tel micro pour tel instrument, donc tu te dis ok, sa chaîne c'était ce micro, c'était ce préampli, c'était voilà. Ok, ça j'ai beaucoup aimé dans cet enregistrement. Peut-être que si j'achète, j'aimerais aussi. Et effectivement, d'accord. Ouais. Et après, je me suis fait prêter aussi des choses pour essayer, quoi. C'est aussi l'idéal. Mais après, je trouve que quand on te prête du matériel, moi, très honnêtement, j'ai du mal à me faire un avis sur juste une fois, quoi. Ouais, bien sûr. Mais par contre, au niveau marketing audio, c'est quand même ce qu'on essaye de te vendre. C'est-à-dire, on te fait essayer un truc, on te dit ouais, c'est super. Alors effectivement, ouais, c'est super, mais qu'est-ce qui est super? Est-ce que c'est le musicien qui est en train de jouer qui est super? Est-ce que c'est vraiment le matériel? Et il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Moi, j'aime un truc sur le long terme. En fait, je me fais un avis. Plus les machines sont chères et pointues, finalement, plus je trouve que c'est long de se faire un avis sur est-ce que c'est vraiment bien ou est-ce que c'est pas bien. C'est pas si évident. Non, c'est pas évident, parce qu'en fait, faut l'apprivoiser, en fait. Parce qu'un instrument... Ouais, tout à fait. Moi, je trouve que quand on achète une nouvelle machine, moi, je suis toujours déçu quand j'achète un nouveau truc. Et je sais maintenant par expérience que... Il faut que je calme ma joie, en fait, d'avoir une nouvelle machine. Alors on est à fond, on se dit ouais, ça va être super, ça va faire ça. Puis en fait, non, c'est pas si évident que ça. Il y a toujours une phase, en fait, faut l'apprivoiser, quoi. Et je veux dire, rien de mieux que
il faut savoir comment utiliser les machines, quoi. Pourquoi on les utilise et comment les utiliser. Il n'y a rien de magique dans le son. D'ailleurs, c'est pas le bon micro qui fait le... Non, ça t'arrive souvent d'ouvrir les manuels de certaines machines hardware? Non, alors les manuels, non. Très honnêtement, non. Je vais brancher, je vais écouter, je vais tourner tous les boutons et puis je vais voir ce qui me plaît, qu'est-ce qui ressort. Et puis je vais essayer. En fait, je pense qu'après, tu mémorises en fait le son des machines. En fait, il y a un truc assez amusant. Tu sais que telle machine, elle peut t'apporter telle chose là, quoi. Je parle notamment pas mal des systèmes hardware, mais même les softs, les plugins, il y a ce phénomène aussi, quoi. Je pense que moi, j'associe quand même une certaine couleur que je vais avoir entendue, que cette machine, je sais qu'elle est capable de me la donner. Et ensuite, quand je vais chercher cette couleur dans un mix, ou voilà, je vais aller me dire, ah bah tiens, en fait, je me rappelle que lui est capable de faire ça, donc c'est cet outil que je vais utiliser plutôt qu'un autre, quoi. Et en matériel hardware, donc compresseur, limiteur, etc. Donc là, on voit derrière toi tout un tas d'appareils. Ouais. C'est des choses que tu achètes en France, que tu commandes par Internet, d'occasion. Il y a de tout. Il y a eu de tout. Hein. Ouais, je pense qu'il y a une période où quand eBay est arrivé, c'était quand même super. Hein. Et j'ai quand même fait des super affaires à cette époque-là sur eBay, quoi. C'est à l'époque où on pouvait encore importer des trucs américains, des machines américaines, sans forcément passer par la douane et tout. Il y avait quand même pas mal, c'était moins contrôlé qu'aujourd'hui. Donc maintenant, aujourd'hui, les frais d'importation sont quasiment même dans les prix, le prix final, et ils sont déjà comptés. Donc mais ouais, j'ai fait des super affaires, notamment des choses des trucs d'occasion qui n'existaient plus en neuf de toute façon, et puis des machines ultra bizarres. Par exemple, le Z-Qualizer, là, cette marque s'appelle Z-System. C'est un truc, on trouve pas ça de partout. C'est un equalizer stéréo numérique. Donc on va dire que c'est un plug, un plug d'équaliseur. Hein. Ouais, voilà. C'est étonnant que tu utilises ça. Ouais, c'est une super bécane. C'est une marque un peu rare. De quelle année ça? 90, non? Ouais, je pense, ouais. Mais ça existe toujours. Hein. Et tu l'utilises encore? Ouais, je l'utilise toujours, ouais. Ah ouais. C'est un equalizer, donc 6 bandes de mastering MS. Donc stéréo ou MS, on peut choisir. Middle side, voilà. Pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est une machine qui est de haute volée, dédiée au mastering, au traitement vraiment précis de mastering. Et parce que ça, tu l'as en plugin aujourd'hui. Enfin, tu as des milliards de plugins. Ouais, c'est vrai. La même chose. Je pense que lui, je l'entends quand même. Ouais, puis tu le connais bien, quoi. Ouais, je le connais bien, ouais. Alors déjà, ce qui est pas mal, c'est que tu n'es pas influencé par du visuel, tu n'as pas de courbe qui s'affiche quand tu équalises. Donc tu ne vois rien, tu écoutes. C'est pas mal. Mine de rien, c'est un peu plus difficile parce que t'es pas influencé par une belle courbe où tu te dis, ah bah ouais, j'ai monté l'aigu, donc ça fait une belle bosse. Bon, je pense que le visuel dans les plugs compte. Hein. Il y a des marques qui l'ont bien compris que si une machine ressemble à l'original, c'est plus vendeur et ça peut être plus agréable. Donc ouais, non, ça c'est une machine, ouais, j'utilise toujours, ouais. Je pense que... Et après, le hardware, j'utilise beaucoup, énormément, hein, les compresseurs et tout, parce que je trouve que ce qui me plaît, c'est qu'ils ont une personnalité plus forte que les plugins, je trouve. Je trouve qu'on commence tout doucement à avoir des plugs vraiment qui ont une personnalité marquée, mais c'est récent, je trouve, et c'est pas encore ça, quoi. Je veux dire... Le Manley, par exemple, le compresseur Manley, le Varimu, qui était, voilà, c'est une machine que j'avais pas eu. Si avant de l'acheter, je l'avais quand même testé une fois. Mais je voyais ça dans tous les studios de mastering dans les années 2000, etc. Je veux dire, c'était la machine que tu voyais de partout, quoi. Et effectivement, c'est une machine qui est magique, quoi. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'utilise peu la compression, mais j'utilise juste ce qu'elle apporte au son quand on passe dedans, quoi. Et c'est assez magique que ce qu'elle va changer sur un mix, notamment. Qu'est-ce qu'elle va mettre en valeur dans un mix, etc. C'est magique dans le sens où... Et même dans ta session de mixage, ce truc-là, il est branché, quoi. Ça arrive, ouais. Ah ouais. Ouais, ça peut arriver, ouais. Ouais, bien sûr, ça fait partie des trucs que j'utilise sur le Busmaster. Ah ouais. Ouais. Donc, que ce soit du plug ou que ce soit... Ou du hardware. Ou du hardware, ouais. Ou les deux, hein, le mélange des deux. Mais ça, ouais, c'est assez magique dans... c'est pas vraiment, pour moi, c'est pas vraiment un compresseur, mais à la base, c'en est un, mais je l'utilise pas forcément pour des grosses compressions. Ouais. C'est pas non plus un equalizer, mais ça équalise quand même. C'est-à-dire que ça fait... je veux dire, voilà, les composants qui sont à l'intérieur font qu'ils ajoutent de la distorsion, etc. Mais tout ça, artistiquement,
a quelque chose de très très intéressant, quoi. Donc c'est une de tes machines fétiches. Ah ouais, franchement, le Manley, j'adore. Ouais, j'avais lu ça, je me souviens avant de l'acheter, que c'était de la crème. Ça apportait de l'onctuosité à un mixage. Et je trouve que c'est tout à fait vrai. C'est difficile de l'expliquer autrement parce que j'ai aucun terme technique pour l'expliquer, mais ça amortit le son et ça révèle des choses dans un mix. Et pour moi, là, c'est du domaine de la magie, quoi. Bah oui, vraiment, parce que il n'y a pas de plug qui me font ce truc-là. C'est-à-dire l'équivalent, on va dire, d'un Oui, c'est Manley. sûr qu'il existe en plugin, mais bon. Alors oui, il y a l'Universal Audio qui le fait. Après, le plugin un peu plus ancien, mais qui est dans le même esprit, c'est tout ce qui est Fairchild, en fait. Hein. Ouais. Les Fairchild 660, 670, toutes ces compresseurs vintage, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce même principe-là. Mais c'est autre chose. Le plugin, pour moi, quand tu le compares à du hardware, il y a toujours un truc que tu n'as pas avec le plugin. Il y a toujours quelque chose. Si tu compares vraiment la même machine, je pense au TubeTech, par exemple. J'en ai pas un ici, mais j'ai eu l'occasion d'en tester du hardware en TubeTech et de me dire, OK, je vais mettre le plug. Alors à l'époque, moi celui que j'aime bien, c'est le Softube en soft. L'EQ, le PE1C, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, l'EQ de base Pultec Softube. Je m'étais amusé une fois vraiment à mettre sur une tranche, à régler mon soft, de manière que le son me plaise, etc. C'était sur une prise de contrebasse, super prise, très simple, etc. Mais ça sonnait très bien. Et donc j'avais mis le Pultec dessus, j'avais fait un réglage qui me plaisait, j'ai dupliqué ma tranche et j'ai inséré en hardware un vrai Pultec où j'ai recopié les réglages dessus. Et j'ai fait un AB. Et c'était hallucinant. Rien à voir, quoi. Rien à voir. C'est-à-dire que le caractère de l'équalisation... Tu retrouvais même pas une sensation quand même c'est-à-dire si le caractère de l'équalisation est là, vraiment, ça veut dire qu'on sent que le soft fait le même travail. C'est-à-dire que ça dépend sur quel plan on se base, quoi. D'un point de vue technique, on a la même chose. D'un point de vue artistique, rien à voir. D'un point de vue artistique, on est dans quelque chose de... Là, tu parles de sensation. Ouais, je parle d'émotion. Ça dépend, hein, c'est les sphères du cerveau, c'est laquelle on fait appel pour juger ce truc-là. C'est vrai que d'un point de vue technique, ça marche, le plug marche. D'un point de vue émotionnel, ça ne raconte pas du tout la même histoire, quoi. Et pour moi, le hardware raconte quelque chose, va amener quelque chose émotionnellement à la prise de son, quoi. C'est pour ça qu'on a une bande analogique là sur le côté derrière toi. Un vieil Ampex, 440C. Ça fait partie aussi du matos. C'est toujours cette démarche d'aller. J'adore les machines magiques. C'est-à-dire que les trucs comme ça où tu t'expliques pas vraiment parce que tu ne fais pas grand-chose avec la machine, juste le son passe à travers et c'est mieux après. Et je trouve que ça c'est quand même un truc. Et les bandes, tu utilises aujourd'hui Encore un petit peu, ouais. Mais dans quel cadre Moi, la machine que j'ai, c'est une machine stéréo. Avant d'avoir l'Ampeg, j'avais un Agra 4S, qui est une machine qui a eu ses heures de gloire et sur des enregistrements de musique classique notamment, etc. Hein. Tout ce qui était Dodge Gramophone à une période, c'était le Nagra 4S avec 2 KM84. Plein d'enregistrements ont été faits avec ça. Je l'utilise, j'adore coucher un mix dessus et masteriser, renumériser le mix ensuite et masteriser. D'accord. Et ça amène une ouverture du fameux carré de la boîte la boîte virtuelle dans laquelle on se trouve, ça l'élargit en fait. Ouais. Ça amène une dimension supplémentaire sur la profondeur, sur la stéréo, sur le grave et l'aigu, c'est-à-dire un peu de partout, ça donne une dimension supplémentaire, quoi. Et effectivement, c'est dû aux composants, c'est dû au principe même de la bande. De toute façon, pour moi, le meilleur support d'enregistrement de musique qui a jamais existé, c'est la bande, quoi. Ça reste un truc. On en reparlera peut-être sur un autre sujet, mais c'est vrai que ça reste, pour moi, le numérique a des qualités énormes, bien entendu, mais n'a aucun avantage sur le plan artistique, quoi. Le numérique est juste une fidélité absolue entre ce qui rentre et ce qui sort, mais c'est pas du tout inspirant en soi. Quand je préfère avoir une machine qui va donner quelque chose d'inattendu, qui va me surprendre et qui va me donner de l'envie, en fait, et des idées pour aller explorer quelque chose d'autre, quoi. Je pense que le matériel, c'est un peu ça, ouais. Écoute Fred, je crois qu'on a fait un peu le tour du sujet. C'est très sympa d'avoir ces petites anecdotes. Puis
À très bientôt. À bientôt. Allez, À salut. bientôt.